Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont officiellement terminés le dimanche 11 août avec une cérémonie de clôture au Stade de France. Et comme à chaque édition, ces Jeux ont été très politiques. Avant le début des Jeux Paralympiques qui commenceront le mercredi 28 août, je vous propose de revenir ensemble sur les événements qui ont marqué cette quinzaine olympique, en s'intéressant d'abord à un cadre franco-français, puis ensuite à un cadre plus global. Pour commencer, il faut resituer le contexte politique intérieur de la France avant le début de ces Jeux. Suite à l'énorme score réalisé par le Rassemblement national le 9 juin 2024 lors des élections européennes, le président de la République Emmanuel Macron a convoqué des élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet, élections qui nous permettent l'émergence d'aucune majorité absolue et d'une situation tripartite inédite à 3 semaines du début des Jeux. Le président de la République a par la suite refusé de nommer un gouvernement, décrétant une sorte de trêve olympique durant laquelle la situation politique intérieure du pays devrait être mise de côté. À ce jour, alors même que les Jeux se sont terminés et qu'il y a 10 jours, la France n'a toujours pas de gouvernement. A noter qu'aucun texte de loi, y compris la Constitution, ne dispose que le président de la République peut opérer à une trêve politique, et ce d'autant plus lorsque le gouvernement actuel, celui de Gabriel Attal, a présenté sa démission et qu'elle a été acceptée par Emmanuel Macron. Ce contexte n'a pourtant pas empêché le président de la République de se mettre en scène à côté des champions français et à faire de la récupération politique pour redorer son image égratinée à travers des tweets ou des discours vantant la victoire et la réussite de sa France, comme si la réussite de ces JO, reconnue dans le monde entier, était en quelque sorte sa victoire personnelle. Ici, Emmanuel Macron fait preuve de soft power à travers le sport pour pouvoir améliorer son image dans le monde entier. Ces JO furent vécus par beaucoup de Français comme une sorte de parenthèse enchantée, même si bien sûr cela reste nuancé, et un sentiment de cohésion nationale semble avoir été retrouvé. C'est en tout cas ce que le camp présidentiel essaie de vouloir faire ressortir de cette quinzaine olympique. Dans un entretien accordé au journal L'Équipe, le président de la République Emmanuel Macron déclare « Quelque chose s'est révélé et je pense qu'on a d'ailleurs redonné beaucoup d'énergie aux JO avec cette édition. On a réinventé les Jeux d'été, on a recréé un engouement qui baissait un peu ces dernières années, avant de se féliciter que ceux qui n'ont pas cru dans les Jeux se sont trompés. » Le président n'est toutefois pas le seul à insister sur la réussite de ces Jeux. C'est également le cas de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal ou encore de la mairesse de Paris Anne Hidalgo. Pour autant, les Jeux Olympiques de Paris 2024 n'ont pas été vécus comme un conte de fées par tout le monde. Pour rester sur mesdames Oudéa-Castéra et Hidalgo ainsi que monsieur Macron, tous trois se sont particulièrement félicités du fait que la Seine ait pu être baignable dans des épreuves de nage en eau libre et de triathlon. Chantier d'1,4 milliard d'euros particulièrement contesté, des doutes subsistent encore quant à la réelle baignabilité du fleuve. En effet, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, avec par exemple 5 jours d'entraînement annulés pour les athlètes, ainsi que les compétitions décalées d'un jour, puisque l'eau de la Seine était alors impropre à la baignade. Le jour du triathlon en relais mixte, les organisateurs ont prévenu les athlètes juste avant le départ que certains points de la Seine n'étaient pas baignables selon les contrôles du matin. Les triathlètes ont toutefois accepté de nager. Le journal Mediapart a également publié les rapports du laboratoire officiel du contrôle de l'eau de la Seine qui indique qu'elle était impropre à la baignade 80% du temps. Après les épreuves, des triathlètes de différents pays, venant de Belgique, de Suisse, de Nouvelle-Zélande, du Portugal ou encore d'Allemagne, ont admis avoir été intoxiqués. Toutefois, le lien entre les deux n'est pas encore formellement établi. D'autres critiques de ces Jeux se sont fait entendre, en particulier sur un nettoyage social qui aurait eu lieu dans la capitale de la France. Ainsi, le collectif Le Revers de la Médaille, né du rassemblement de 80 associations d'aide aux personnes les plus fragiles, explique que les expulsions, notamment de migrants, ont bondi à l'approche des JO afin de donner une bonne image de Paris. Il y a donc eu 138 expulsions en Île-de-France sur la période 2023-2024, contre 121 il y a 2 ans et 122 l'an passé. Également, ces expulsions ont touché 12 545 personnes, soit 38,5% de plus qu'en 2021-2022. Plus de 160 SDF immigrants ont aussi été placés dans un gymnase du 20e arrondissement de Paris lors de la compétition, comme le démontre cet article de The Inquisitor. Le but de ces manœuvres serait de cacher la réalité qu'est la misère sociale à Paris, afin de donner une meilleure image de la capitale auprès des touristes venus exclusivement pour les Jeux.
Certains logements crous ont aussi été réquisitionnés, les étudiants et les occupants furent donc chassés sans assurance de trouver d'autres endroits où se loger, et des policiers venus en renfort pour assurer la sécurité lors des Jeux ont découvert avec stupéfaction que les lieux étaient insalubres, quand bien même les syndicats étudiants dénoncent ce manque d'hygiène depuis des années. Sur le plan écologique, ces Jeux Olympiques se voulaient zéro déchet et zéro plastique et usage unique, selon les promesses du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le COJOP. Et disons qu'ils n'ont pas vraiment réussi leur pari. D'après l'association France Nature Environnement, plus de 10 millions de boissons sur 18 millions servies viendraient de bouteilles en plastique. Il faut dire que l'exclusivité de la distribution de boissons a été accordée à Coca-Cola, particulièrement réputée pour sa pollution, l'entreprise ayant été élue pour la 6e année consécutive le pire pollueur au monde par le réseau Break Free from Plastic. Enfin, cette quinzaine olympique a été le théâtre de l'expérimentation de caméras algorithmiques de vidéosurveillance, ce qui pose des questions sur les libertés publiques, alors que l'efficacité de la vidéosurveillance est assez faible, comme le démontre remarquablement bien cet article de Blast que je vous mets en description. En bref, de nombreuses critiques légitimes ont été émises à l'encontre de ces jeux, qu'il ne faut donc pas trop idéaliser. Enfin, en terminant ce volet sur la France, la cérémonie d'ouverture qui a provoqué bien des remous politiques. Marie-Antoinette tête coupée qui chante un hymne révolutionnaire, Aya Nakamura qui chante du Aznavour en compagnie de la garde républicaine, la performance osée de Philippe Catherine, la parodie de tableau grec par des drag queens, vue par certains comme une parodie de la scène de De Vinci, ce qui en a donc fait hurler au blasphème. Voilà autant de polémiques déclenchées notamment par des personnes de la droite et de l'extrême droite, dont des élus. C'est d'ailleurs assez curieux d'entendre ces personnes faire ce genre de critiques, sachant qu'ils prétendent défendre la liberté d'expression et le droit au blasphème, mais qui se sentent indignés au plus profond de leur foi dès lors qu'ils voient des personnes trans. Et cette cérémonie d'ouverture n'a pas fait réagir qu'en France, au contraire, elle a été scrutée dans le monde entier. Alors que le travail de Thomas Joly, directeur artistique de la cérémonie, a été loué dans la plupart des pays du monde, il a pu choquer à certains endroits. Par exemple, au passage de Philippe Catherine, les télévisions marocaines, algériennes et états-uniennes, oui, la télévision de l'autoproclamé pays avec la plus grande liberté d'expression au monde, ont montré d'autres images. Les indignations sont parvenues des extrêmes droites des 4 coins du monde, de Marion Maréchal Le Pen à l'Institut islamique Al-Azhar, en passant par Matteo Salvini et Donald Trump. Ils y voient une caricature de la scène et une humiliation pour l'Église, quand bien même ce tableau a été parodié des centaines de fois. Et le pire est que ce qui était représenté n'était même pas le tableau de Léonard de Vinci, mais bien un tableau grec avec Philippe Catherine en Dionysos. Précisons que même s'il s'agissait d'une parodie de la scène, ce tableau n'est pas sacré, et donc le fait de le caricaturer ne serait absolument pas un blasphème. Il faut donc juste croire que ce qui gênait ces gens était la présence de drag queens. À l'opposé de ces contestations, le Dionysos de Philippe Catherine est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux chinois, où il est surnommé l'artiste Schtroumpf, aussi loufoque que cela puisse paraître. Un autre moment fort de la cérémonie d'ouverture nous vient de la délégation algérienne. En effet, ses membres ont jeté des fleurs dans la Seine lors de leur passage en bateau en hommage aux manifestants massacrés le 17 octobre 1961. Pour rappel, ce jour-là, en pleine guerre d'Algérie, des manifestants du FLN, des manifestants pacifiques, ont été réprimés et tués violemment par la police française, puis jetés dans la Seine, sous le commandement du préfet de police de Paris, Maurice Papon, qui fut par ailleurs condamné en 1998 pour complicité de crimes contre l'humanité en raison de son implication dans la déportation de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Selon les historiens, entre 30 et 200 personnes sont mortes durant ce massacre. Les membres de la délégation algérienne ont donc jeté des roses à proximité d'un pont où la police française avait jeté des Algériens il y a plus de 60 ans. Cet hommage fut très émouvant, et ce d'autant plus car ce genre de commémoration a lieu très rarement dans l'histoire des JO. Un autre événement géopolitique auquel il semble presque impossible d'échapper ces derniers mois est le conflit en cours à Gaza, et cela s'est vérifié à Paris. Lors de la cérémonie d'ouverture, le passage du bateau de la délégation israélienne fut sifflé par le public, présent sur les quais de Seine. Lors du match de football olympique opposant Israël au Paraguay, des banderoles Genocide Olympics ainsi que des chants Israël assassin ont provoqué des tensions avec les supporters israéliens.
Une enquête en provocation à la haine raciale aggravée a été ouverte après une plainte du COJOP pour qui il y a eu des gestes antisémites durant ce match, dans les tribunes. La protection de la délégation israélienne a été particulièrement renforcée lors de ces Jeux, comme le montre cet article de Libération, avec en mémoire l'attentat ayant tué 11 Israéliens aux Jeux Olympiques de Munich en 1972 par l'organisation palestinienne Septembre Noir. Les tensions vis-à-vis d'Israël se sont aussi vérifiées sur le terrain et plus précisément sur le tatami. Ainsi, le judoka algérien Messaoud Redouane Driss a renoncé à combattre l'Israélien Tohar Boutboul, officiellement pour avoir raté sa pesée, mais officieusement pour des raisons politiques. En 2021, à Tokyo, son compatriote Fethi Nourin avait déjà refusé le combat face au même Boutboul en raison du conflit israélo-palestinien. Nourin avait été suspendu 10 ans par la Fédération internationale de judo et une enquête a été ouverte à l'encontre de Driss. Ces événements posent plus largement la question de la participation d'Israël à ces Jeux Olympiques, alors que la Cour internationale de justice évalue actuellement si l'on peut qualifier la situation en cours à Gaza de génocide, et que le comité olympique palestinien avait demandé en amont de la compétition l'exclusion d'Israël de ces Jeux. Rappelons que plus de 400 athlètes, employés sportifs et bénévoles palestiniens ont été tués à Gaza depuis l'offensive israélienne suite au 7 octobre. La question de la participation ou non d'un pays aux Jeux Olympiques pour ses agissements politiques a été toutefois tranchée plus rapidement dans le cas de la Russie et de la Biélorussie que dans celui d'Israël. Suite à l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 par la Russie, le CIO a exclu la Russie et la Biélorussie des Jeux Olympiques. Finalement, ils ont autorisé quelques athlètes à participer, 15 pour la Russie et 17 pour la Biélorussie. Sportivement, cette baisse est considérable, la Russie étant habituée à envoyer entre 300 et 400 athlètes sur les dernières éditions et à finir régulièrement dans le top 5, tandis que la Biélorussie envoyait entre 100 et 200 athlètes par édition. Pour pouvoir participer, les athlètes qui ont été autorisés à venir ont dû prouver leur absence de soutien à la guerre en Ukraine, ce qui leur a valu d'être insultés de traîtres par des hommes politiques dans leur pays. La délégation de 32 athlètes était représentée sous la bannière « Athlètes individuels neutres » créée spécifiquement pour l'occasion avec un hymne neutre. C'est donc pour cette raison que le champion olympique de trampoline biélorusse Ivan Litvinovitch n'a pas pu profiter de son hymne national sur le podium. Au total, les Haïtiennes ont obtenu une médaille d'or, 3 médailles d'argent et une médaille de bronze. Ils n'ont pas été autorisés à participer à la cérémonie d'ouverture, mais ont pu faire celle de fermeture. Également, ils n'ont pas été répertoriés au classement des médailles. Pour être certains de participer aux Jeux, certains athlètes russes ont fait le choix de changer de nationalité. C'est le cas par exemple de la nageuse Anastasia Kirpishnikova, qui a remporté une médaille d'argent pour la France sur 1500 mètres, finissant uniquement derrière la reine de la discipline, l'intouchable états-unienne Katie Ledecky. Au cours de ces Jeux, il y avait une autre délégation qui ne représentait aucun pays en particulier. C'était celle de l'équipe olympique des réfugiés. Créée en 2016 par le CIO pour permettre à des athlètes au statut de réfugiés de pouvoir participer aux Jeux, puisqu'auparavant ils ne le pouvaient pas, n'étant représentés par aucun pays, c'était la 3e participation de cette équipe aux Jeux Olympiques d'été. Et cette édition était spéciale, non seulement pour le nombre d'athlètes conviés, 37 cette année contre 29 à Tokyo en 2021 et 10 à Rio en 2016, mais aussi car elle a obtenu la première médaille de son histoire, et ce en la personne de la boxeuse camerounaise Cindy Ngamba, réfugiée au Royaume-Uni car son orientation sexuelle lesbienne était réprimée au Cameroun. Les histoires personnelles des athlètes de cette délégation sont toutes individuellement incroyables, et l'unique fait de participer aux Jeux Olympiques, même sans gagner de médaille, est déjà une victoire contre ceux qui les oppressent dans leur pays. Une autre femme de cette délégation s'est particulièrement illustrée, et il s'agit de la big girl afghane Manisa Talash. Elle ouvrait la compétition de breaking, présent pour la première fois de l'histoire des JO, et a arboré une cape bleue avec l'inscription Free Afghan Women, traduisait libérer les femmes afghanes. Pour ce geste, celle qui a fui les talibans en 2021 et s'est réfugiée en Espagne a été disqualifiée par la Fédération mondiale de la danse sportive. Qu'à cela ne tienne pour Talash, qui a expliqué sur son compte Instagram qu'elle avait profité d'un moment où le monde entier la regardait pour rappeler aux gens que la condition des femmes en Afghanistan était intolérable et qu'il fallait les aider. Maintenant, parlons d'une des plus grosses polémiques de ces JO,
le cas de la boxeuse algérienne Iman Khelif. Pour rappel, après avoir battu l'italienne Angela Carini en huitième de finale, cette dernière s'est plainte d'avoir été frappée trop fort, sous-entendant que Khelif n'aurait pas dû combattre. Le lien a vite été fait avec un test de l'IBA, l'International Boxing Association, qui en 2023 avait exclu Khelif ainsi qu'une taïwanaise pour avoir des chromosomes XY qui sont apparentés au genre masculin, ce qui signifierait que Khelif était une femme trans. Une polémique transphobe a donc éclaté avec l'intervention de la première ministre italienne Giorgia Meloni, ainsi que des personnalités comme Elon Musk et J.K. Rowling, qui tous autant qu'ils sont ne connaissaient sûrement même pas Iman Khelif avant le début de cette polémique. Et en toile de fond de cette affaire, il y a un conflit plus global entre le CIO et l'IBA. Alors que jusqu'en 2019, l'IBA organisait lui-même le tournoi de boxe olympique, le CIO lui a retiré ce pouvoir et a organisé ceux de Tokyo et de Paris en accusant l'IBA de corruption et de truquer des combats. Or, le CIO a bien déclaré Iman Khelif éligible pour les JO et n'a pas de problème avec elle, insistant sur le fait qu'elle combat avec des femmes depuis qu'elle est petite et que son père a montré des images de sa fille enfant et a même dû montrer le livret de famille face à l'ampleur de la polémique, ce qui, on l'imagine, a certainement dû être une épreuve assez terrible pour cette famille. Il faut préciser qu'après ces déclarations, l'italienne Carini a reçu 50 000 $ de la part de l'IBA et que le président de cette association internationale, Umar Kremlev, est un proche de Vladimir Poutine et qu'il est soupçonné de vouloir déstabiliser cette épreuve des JO puisque le CIO a presque interdit aux Russes d'y participer. Ce même Kremlev a déclaré à propos des athlètes russes participant aux JO sous la bannière alienne qu'ils étaient, je cite, des traîtres qui feraient mieux de ne pas revenir. Cette affaire semble donc plus relever d'un conflit entre l'IBA et le CIO que d'un réel questionnement sur la potentielle transidentité d'Iman Khelif. Et puis, disons-le clairement, si l'Algérie portait un soutien indéfectible aux personnes LGBT, cela se saurait. Mais au milieu de toute cette histoire, il y a une femme qui n'a rien demandé et qui a subi une pression médiatique ignoble ainsi que tous ses proches. Elle a d'ailleurs porté plainte pour cyberharcèlement, plainte dans laquelle sont cités notamment Elon Musk et J.K. Rowling. Cela n'a toutefois pas empêché de se concentrer sur sa boxe et Iman Khelif a gagné la médaille d'or. Bravo à elle. Finissons maintenant la vidéo sur une note un peu plus positive avec une image qui restera peut-être gravée dans les mémoires, celle du selfie entre athlètes sud-coréens et nord-coréens. Il a eu lieu sur le podium du double mixte en tennis de table. Les nord-coréens arboraient l'argent, les sud-coréens le bronze, et l'or revenait aux Chinois qui passent pourtant en second plan sur ce cliché. Il faut néanmoins préciser que ce genre de selfie avait eu lieu sur tous les podiums puisqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat entre Samsung et Paris 2024. Et ce genre de selfie n'est pas forcément inédit, on en a déjà vu un lors des Jeux de Rio en 2016 entre la gymnaste sud-coréenne Lee Yoon-ju et la gymnaste nord-coréenne Hong Eun-jong qui avaient déjà pris une photo ensemble. Alors que les tensions entre les deux Corées s'intensifient depuis quelques mois, on peut se demander si ces photos s'inscrivent dans le cadre d'une diplomatie du ping-pong, histoire sur laquelle j'avais déjà fait une vidéo que je vous invite à aller regarder. D'autant plus que les deux délégations avaient déjà défilé ensemble lors des JO d'hiver 2018 à Pyeongchang en Corée du Nord, sous la bannière d'une Corée unifiée. A voir donc dans les prochaines années comment cela va se traduire. Voilà pour cette vidéo sur la politique aux Jeux Olympiques 2024. La vidéo est forcément incomplète puisque ce genre d'événement apporte tellement d'histoire géopolitique que forcément je n'ai pas pu toutes les caser. Néanmoins, j'ai mis toutes mes sources dans la description, donc si vous voulez approfondir les histoires dont j'ai parlé, vous le pouvez. On a donc vu à quel point les jeux étaient politisés, et s'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que le sport est bien évidemment politique. En attendant les débuts des Jeux paralympiques qui commencent ce mercredi avec la cérémonie d'ouverture et ce jeudi avec la compétition, je vous recommande l'excellent documentaire Accord perdu, produit par France Télévisions et disponible sur France TV en replay, et qui s'intéresse à 6 athlètes paralympiques au parcours différents mais tout aussi intéressants. Je vous mets la bande-annonce maintenant. Un jour j'ai rêvé que je serais champion paralympique. Quand on pense handicap, on pense fragile. Le premier mot qui me vient quand la douleur est intense, c'est résister. Si je vivais encore en Afghanistan, les talibans m'auraient certainement tué. Parce que leur vie est un combat.
Comment on peut avoir une telle différence entre le monde olympique et le monde paralympique? Ils sont prêts à se battre pour la victoire. Je ne suis pas juste une fille sans jambes. Je suis une athlète. Les Jeux paralympiques, c'est quoi? C'est un grand cri à la vie. Dire on est vivant. À corps perdu, inédit, le 20 août à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Quant à nous, on se dit à dans quelques mois, et oui, désolé pour le rythme si peu fréquent, mais bon, études oblige, pour la prochaine vidéo. Et en attendant, surtout, n'oubliez pas, vive les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques.